les définitions. Normalement, il faut mettre définition avec S. Beaucoup de définitions de différents linguistes, chercheurs, etc. Puis la pédagogie différenciée, est-ce que c'est une méthode ou est-ce une posture? Les enjeux de la pédagogie différenciée, la différenciation pédagogique, un soutien, trouble et remédiation. Les 4 dispositifs de Carol Ann Tomlinson, étude d'exemple, nous allons, à partir de tout ce que nous avons dit, nous allons essayer de concrétiser, n'est-ce pas, à partir d'exemples, à partir de supports, n'est-ce pas, visuels. Enfin, une conclusion, et pour terminer, un débat. Alors, la différenciation pédagogique, il serait faux de croire que c'est quelque chose qui est tendance actuelle. Or, ses origines remontent un petit peu plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Nous allons jusqu'au XVIe siècle avec Montaigne. Montaigne est un philosophe, humaniste, essayiste, qui a fondé d'abord, qui s'inspire de la philosophie de Platon et qui a fondé sa pensée sur la question « que sais-je » Montaigne, au XVIe siècle, affirmait déjà que ceux qui entreprennent d'une même façon et pareille mesure de conduite de régenter plusieurs esprits et si diverses mesures et formes, ce n'est pas merveille si, en tout peuple d'enfants, il en rencontre à peine 2 ou 3 qui rapportent quelques justes fruits de leur discipline. Donc, c'est-à-dire qu'il serait faux de croire que lorsque on enseigne, on dispense un enseignement, on va le dispenser de la même manière parce que les personnes à qui on va dispenser cet enseignement ne sont pas identiques. D'accord? Dans leur esprit, ils ne sont pas identiques. Donc, historiquement, la différenciation est inscrite dans le modèle de la classe multiniveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'à une certaine époque, dans certaines régions, donc, il y avait la classe à multiniveau, c'est-à-dire que le maître dispensait le savoir à un CP, CE1, CE2, rassemblés dans la même classe. Je pense que les statistiques, aujourd'hui, M. Abdullah pourra nous le confirmer, les statistiques demeurent entre 22 et 24%. Voilà, plus de 20%, n'est-ce pas, d'écoles qui continuent toujours ici, dans notre société, à travailler avec des classes multiniveaux. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une situation de problème pour le professeur. D'accord? Donc, parce que ce sont des classes qui vont accueillir des enfants d'âge différents. Le CP, ce n'est pas le CM2. L'enfant de CP est très jeune. Ensuite, les niveaux différents, les niveaux d'apprentissage. Et on fait ça dans la même salle. C'est en 1975 que la différenciation a été perçue comme un moyen pour gérer l'hétérogénéité dans les classes. Donc c'est à partir de cette époque que nous avons installé une méthode différenciée dans nos classes. Une petite définition, n'est-ce pas? Elle n'est pas exhaustive, mais elle peut déjà résumer l'ensemble de ce que nous voulons partager avec vous. Une méthode d'apprentissage qui prend en compte l'hétérogénéité des apprenants pour leur permettre de progresser à leur rythme dans les apprentissages. Suivre le rythme de chaque élève. C'est une méthode qui permet de lutter contre l'échec scolaire. Et il y a des mots qui veulent dire la même chose que différenciation. Adaptation, ça veut dire adapter le contenu d'un cours à tous les élèves déjà, individualiser dans le travail et personnaliser. Donc regardez l'image qui accompagne cette définition. D'accord, l'image, regardez-la, elle est claire, n'est-ce pas? Nous avons un maître et nous avons des élèves. D'accord? Les animaux sont des élèves.
un maître et des élèves. Donc l'image montre une antipédagogie différenciée, puisque l'enseignant propose à tous ces animaux de grimper sur l'arbre, sans tenir compte de leurs différences. Cette image nous rapproche de la réalité de la classe et nous introduit dans le thème. C'est bon? Juste, si vous pouvez juste lire, Oui. lire avec Alors, oui, ce que dit le maître, je vous lis ce que dit le maître, la bulle. Afin d'assurer une sélection juste et correcte, la consigne de l'examen sera la même pour tous. Grimper sur l'arbre. Parmi tous ces animaux, lequel pourrait grimper sur l'arbre? Le singe. Voilà. Seulement le singe. Il n'y a même pas d'oiseau, vous voyez? Non, c'est le singe. Si, il y a un oiseau quand même, il est là. Si, il est là, l'oiseau. À côté du singe. Oui, on tient Voilà, un pingouin. il y a un oiseau, il y a le pingouin, il y a l'éléphant. Voilà, l'Autriche peut-être, je ne sais pas, l'Autriche ne peut pas grimper. L'Autriche est un oiseau qui ne vole pas, qui court très vite, certes, mais qui ne vole pas. Très bien. Alors, des profils différents. C'est ça la classe. Normalement, on a tous, vous avez vécu cette situation, vous la vivez tous les jours. Nous avons en classe des élèves qui ont des profils différents. Alors, l'âge peut être moins actuellement, donc j'ai introduit l'âge, c'est juste pour parler de ces classes interdisciplinaires. La vie personnelle, pardon, les élèves ne vivent pas dans le même environnement. Nos élèves vivent dans des environnements différents, dans des classes sociales différentes, etc. La scolarisation antérieure. Justement, hier, en passant dans une école, j'ai rencontré une maîtresse de CP et elle avait un réel souci avec un ensemble d'élèves. Le problème ne se pose pas à un ou deux élèves, il se pose à un ensemble d'élèves, donc c'est 7 élèves dans sa classe sur 20. 7 élèves qui n'ont pas fait de préscolaire et qui ont l'âge d'être en CP et qui sont en CP. Vous voyez, donc ils n'ont pas fait de scolarisation antérieure et même il y a des élèves qui peuvent changer de système, n'est-ce pas, qui viennent du système public au système privé. Donc il y a toujours des amalgames qui se passent au courant de la vie d'un enfant, d'accord? Et puis il y a le Covid aussi qui nous a posé un réel problème. Donc je pense que maintenant les séquelles commencent à se faire sentir de moins en moins. La motivation des élèves, elle est tout à fait différente. Il y a des élèves motivés, il y a des élèves peu motivés, il y a des élèves pas du tout motivés. Les profils cognitifs, les habiletés, quand je parle d'habileté ici, c'est pour parler surtout d'intelligence multiple, et les personnalités. Le degré de concentration d'un élève en classe, il y a des élèves qui perdent très vite la concentration, d'autres qui maintiennent la concentration. Les besoins spécifiques, donc là, nous n'allons peut-être pas nous étaler dans ce domaine. Monsieur Idrissi vous en parlera mieux que moi dans les besoins spécifiques. C'est la pédagogie inclusive. Aujourd'hui, le ministère a introduit justement cette pédagogie au sein des établissements publics et privés sans discrimination. Et le fait de permettre à des élèves qui ont des troubles comportementaux d'étudier dans la même classe que les autres, d'accord, que leurs camarades. Là, il s'agit de la pédagogie inclusive. Donc, comment le professeur va se comporter avec la dyslexie, la dystographie, la dyscalculie, etc. Là, c'est un autre problème, mais c'est un problème qui ne concerne pas immédiatement le professeur. Il y a des spécialistes pour cela. Les affinités, donc les élèves, chacun a des affinités. D'ailleurs, entre garçons et filles, les affinités ne sont pas toujours les mêmes. Ashraf Hakimi peut ne rien dire à une fille, etc. Donc,
les goûts et centres d'intérêt aussi, ils diffèrent d'un élève à un autre. Alors, les langues. La langue première. On a des élèves dans nos classes, peut-être pas à La Lyon, mais dans d'autres villes, dont la langue maternelle est le berbère. La langue arabe, c'est déjà une langue étrangère, enseignée à l'école. Et puis, que devient alors à ce moment-là, quel est le statut de la langue française, de la langue anglaise, etc. Voilà, et l'arabe. Voilà. Les niveaux dans la langue étrangère. Voilà. C'est bon? Alors, chacun est unique. Je reviens encore sur cette image. Chacun est unique. Il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse. Il y a des élèves qui ont un rythme lent, d'autres qui finissent très vite, ne serait-ce que écrire, recopier une trace écrite. Il y a ceux qui vont la recopier vite, mais il y a d'autres qui vont traîner. Vous voyez, donc le rythme concerne énormément de choses. Le rythme de réussir un exercice, de faire un exercice, de recopier, de répondre, etc. Donc il y a même des élèves qui répondent très vite et ils ne laissent pas l'initiative à d'autres de le faire. Il n'y a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps. Il y a toujours quelque chose, des interférences externes qui empêchent les uns ou les autres d'apprendre selon ce qui se passe dans la vie quotidienne de l'enfant. Il faut la prendre aussi en considération. Il n'y a pas deux apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. Vous allez le voir avec M. Idrissi. Peut-être que deux élèves peuvent trouver la bonne réponse, mais ils ont pris des chemins différents. Il n'y a pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de comportement. Là, nous touchons un petit peu les valeurs de chacun, ce qu'il a appris depuis sa naissance, ce qu'il a appris à l'école, etc. Il n'y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d'intérêt. Les centres d'intérêt, vous allez le voir par exemple, soit en arabe, soit en français, soit en anglais, surtout dans les langues. Par exemple, il y a des élèves qui communiquent mieux avec un thème, qui aiment mieux, par exemple, des élèves qui veulent toujours faire de la science-fiction. Par contre, quand on leur présente un autre thème qui ne les intéresse pas, ils ne sont pas motivés. Il y a la motivation qui reste. Donc, je vous donne un exemple. Le programme de première année du baccalauréat. D'accord? Imaginez, c'est un programme qui a commencé déjà en 2005, d'accord? Et qui continue toujours à être en rigueur. La boîte à merveilles. Je regarde des sourires. Voilà, ce sont des élèves qui ont travaillé, nos professeurs ont travaillé avec la boîte à merveilles. Eh bien, imaginez la boîte à merveilles en 2024, en 2023, en 2022, peu importe. La boîte à merveilles, les élèves, ils la détestent, ils ont une aversion pour l'histoire, pour le roman, n'est-ce pas? Et pourtant, ils s'inscrivent dans le cadre culturel, seulement c'est un cadre culturel qui est aujourd'hui défunt, qui est aujourd'hui mort, d'accord? Donc, les élèves ne s'identifient à aucun personnage. Et c'est pour cela qu'ils ne se comportent pas bien avec le roman. Par contre, quand on va à Antigone, et pourtant Antigone, c'est l'histoire qui a été réécrite, mais dont les racines remontent jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils s'identifient facilement avec le personnage et ils adorent la pièce. Vous voyez? Donc, il faut toujours comprendre que les centres d'intérêt des élèves peuvent être mis en alerte quand quelque chose les intéresse, mais ils rebutent ce qui ne les intéresse pas, ils ont de l'aversion. Très bien. Et donc, il n'y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts.
De toute façon, la plupart de nous ont des enfants. Nous avons au moins 2 enfants ou 3 enfants, quel que soit. Est-ce que vos enfants qui sont nés des mêmes parents et qui ont grandi dans le même environnement et qui ont bénéficié des mêmes attentions, des mêmes soins, est-ce qu'ils se ressemblent dans leur comportement? Vous voyez? Donc, c'est le cas des enfants aussi que nous enseignons. Donc, il n'y a pas de profil identique, ça n'existe pas. Alors, la différenciation, la pédagogie différenciée, est-ce que c'est une méthode ou est-ce que c'est une posture? Très bien. Un élève qui connaît des difficultés n'est pas en situation d'échec. Il faut simplement lui accorder plus de temps pour lui faire acquérir des compétences. Vous voyez? Donc là, nous touchons quelques valeurs. La valeur de la réalité. C'est vrai, et personne ne peut le contester, que nous avons des classes hétérogènes, des élèves différents. C'est la réalité, on ne peut pas la contester. Maintenant, l'égalité. L'égalité consiste à donner la même chance à tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés, n'est-ce pas? Mais comment leur donner cette même chance? Il faut adapter le contenu à chaque profil, il faut l'adapter. C'est ça, par une mesure d'égalité. Je vous montrerai tout à l'heure une image et nous allons regarder l'image et penser l'image en fonction de la classe. La pensée en fonction de la classe. L'équité. L'équité, c'est la justice en classe. Être juste, le professeur doit être juste en classe. C'est-à-dire que s'il y a des élèves qui réalisent des tâches en autonomie et qui les réalisent bien, c'est bien. Ça va me donner le temps d'aller aider ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, l'éthique. Et l'éthique concerne la posture du professeur devant la situation problème, devant la difficulté de l'élève à réaliser une tâche. Est-ce que ce professeur doit se mettre en colère? Est-ce que ce professeur doit crier sur l'élève? Est-ce que ce professeur doit battre? On en a vu, n'est-ce pas, l'élève? Vous voyez, donc la posture, c'est avoir de la patience, respecter. Respecter, c'est-à-dire ne pas stigmatiser l'autre, ne pas dire une parole blessante, n'est-ce pas? Il ne faut pas lui dire une parole blessante parce qu'il n'a pas réalisé cette tâche, parce qu'il s'est trompé, parce qu'il n'a pas pu, tout simplement. Donc, il faut faire preuve d'empathie, n'est-ce pas, pour l'élève, et ne pas avoir une attitude discriminatoire. Hier, justement aussi, en passant dans les classes, j'ai demandé au professeur à qui j'ai fait une petite formation sur la lecture. Qui faites-vous lire en premier dans les lectures individuelles? Qui faites-vous lire en premier? La réponse a été unanime. On fait lire les meilleurs. D'abord. Pourquoi les meilleurs? Pour donner l'exemple. Donner l'exemple à qui? Comment? Vous voyez? Alors que moi, la lecture individuelle, ça doit être un moment de revenir sur des difficultés d'élèves que je connais. Je les connais, je connais mes élèves. Je sais que certains élèves ont des difficultés à déchiffrer les mots. Tu vas lire tu vas lire juste une phrase. Je vais demander à l'élève de lire une phrase pour déchiffrer. Je vais voir s'il arrive à déchiffrer le mot. Mais l'élève qui sait lire, je n'ai pas de problème. C'est pas avec lui que je vais faire le travail en individuel. Pourquoi on l'appelle lecture individuelle? Vous voyez, il faut personnaliser la lecture et donner la chance à celui qui ne sait pas lire d'apprendre à lire. Sinon, quand est-ce qu'il va apprendre à lire? Vous voyez, donc, je vais voir s'il respecte la ponctuation. C'est un moment pour moi d'évaluer le savoir-faire de cet élève avec cette phrase que je lui donne à lire. Mais je dois la corriger, cette phrase. S'il fait des erreurs,
Je lui dis, répète après moi. C'est ça la lecture individuelle. C'est ça prendre l'élève en charge. Mais quand je lui dis, répète après moi, les autres, ils doivent m'écouter parce que je vais faire répéter cette phrase par les autres qui sont eux aussi en difficulté de lecture. Très bien. Donc, l'enseignant, dans la partie éthique, il doit faire preuve d'empathie, de patience. Il faut qu'il soit patient avec les élèves. Je sais que le professeur aussi, il vient en classe avec pas mal de soucis. Donc, juste un petit moment de patience pour que l'enfant se sente en sécurité. Pas de paroles blessantes, pas de discrimination en classe. Oui, il lit très bien. Toi, tu ne lis pas bien. Je ne vais pas te faire lire. Non. C'est très mauvais de dire ça à un élève. Vous le mettez en situation d'échec. Et la différenciation empêche justement cette situation d'échec. N'oublions pas que les enseignants, comme les élèves, eux aussi sont des profils différents. Vous voyez? Mais comme nous sommes des adultes, on ne peut pas se permettre de nous emporter, de nous mettre en colère, etc. Il faut quand même un retour sur soi-même pour corriger, s'auto-corriger. Voilà l'égalité simple. Regardez bien. Est-ce qu'il y a une égalité? Oui. Oui, il y a une égalité. J'ai donné à chaque élève une petite caisse, un banc, pour voir le match. Regardez, chacun a un banc. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent tous voir le match? Vous voyez? L'égalité, elle est là. Mais qu'est-ce qui manque alors? La compensation. Regardez ce que j'ai fait dans la deuxième image. Vous voyez? Là, c'est vraiment l'équité. Je passe de l'égalité. J'ai donné à chacun un banc. Mais l'équité veut que tous parviennent à voir le match. La dernière image, l'accessibilité. L'exercice est donné. Encore faut-il que la consigne soit accessible à l'élève pour qu'il puisse la réaliser et réaliser moi-même mon désir d'arriver à la situation où il n'y a plus de problème. Très bien. Une démarche de différenciation pédagogique. Une des démarches. Elle n'est pas... elle est là et puis c'est très bien. Alors, la démarche de différenciation pédagogique passe par des étapes. Vous voyez? L'étape 1, définition de la situation problème. Où est-ce que je vais définir la situation problème? J'ai mis entre parenthèses dans l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, nous lui réservons à peu près 2 semaines au début de l'année scolaire. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. Il n'y a pas un exercice, il n'y a pas une leçon où je ne commence pas d'abord par une évaluation diagnostique. C'est le tout premier exercice que je fais avant même de donner la règle ou de donner les critères de réalisation de quelque chose, etc. Donc c'est ça l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique doit être accessible à toute la classe. Je dis bien accessible à toute la classe. Et c'est parce qu'elle est accessible à toute la classe que je vais voir justement où se situe le problème exactement. Vous voyez, elle ne doit pas présenter de difficultés. Elle ne doit pas présenter une difficulté où l'élève va faire plusieurs opérations intellectuelles, n'est-ce pas, rechercher, identifier, souligner, etc. Non, une seule, identifier, repérer, par exemple.
une seule difficulté. D'accord? Donc, quand j'ai évalué la problématique, donc la situation problème, je vais aller à la situation désirée. Donc, une fois la problématique bien définie, diverses actions et différents types d'outils ou interventions peuvent alors être envisagés. Chacun selon la pertinence de l'évaluation diagnostique et de la situation problème. Très bien. Donc on peut, par exemple, l'étape 2, rappeler, revenir sur certaines notions, etc. Troisièmement, planifier l'action. Il faut planifier l'action. Elle correspond, cette planification correspond au moment où l'enseignant conçoit et se prépare à mettre en œuvre les modifications jugées appropriées à la situation pédagogique. Donc cela pourrait correspondre à la préparation de quelques leçons ou bien au réaménagement de l'horaire. Il faut quand même une certaine flexibilité de la part du professeur qui reste accroché à la montre. Cette discipline, cette activité égale 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je dois la terminer. Donc, je peux me permettre une certaine flexibilité si je sais que cet exercice ou cette leçon va me servir de pont pour arriver à une autre. Je peux être flexible, ajouter un petit moment, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à la finalité, à mon objectif. L'étape 4, l'action. Alors, l'action, elle correspond à la mise en œuvre effective des actions planifiées. On parlera tout à l'heure de l'action planifiée et puis l'action spontanée, qui permettront, donc là, c'est l'action, elle est planifiée. Il y a planification de l'action pour pouvoir arriver à la situation désirée, aller de la situation actuelle, problème, à la situation désirée, résolution. D'accord? Donc, elle correspond à enseigner au moment, de façon explicite, différentes stratégies aux élèves ciblés. Les stratégies, on va les voir plus en détail avec M. Idrissi pour le calcul, les mathématiques, etc. Oui? Très bien. Alors, évaluation de l'action. J'ai fait une action, j'ai planifié une action, j'ai fait une action, je dois évaluer mon action. Est-ce que mon action a abouti au résultat désiré? Je dois la placer, c'est-à-dire que moi, le professeur, je remets en question mon travail, je remets en question mes stratégies si je n'aboutis pas à la situation désirée, si je n'aboutis pas à ce que moi, je me suis fixé comme objectif dès le départ. Alors, pour rendre la différenciation optimale, on peut la planifier dans une séquence d'apprentissage. Et cette planification peut concerner ce qui se déroule avant, pendant et après l'apprentissage. Alors, les apprentissages ciblés, avant, pendant et après. Alors, avant, pour planifier l'avant, alors, l'enseignant doit anticiper. Où est-ce que je vais anticiper? Vous voyez que le travail de l'enseignant n'est pas du tout au repos. Parce que vous travaillez beaucoup plus chez vous qu'en classe, je suppose. N'est-ce pas? Donc j'anticipe dans la préparation de mes fiches.
dans la structuration de mon travail, dans la préparation de ce que je vais faire, par quoi je vais commencer, par quoi je vais enchaîner et par quoi je vais finir et terminer. Réactiver, toujours réactiver. Alors, je pense que vous le faites souvent parce que, par exemple, vous avez fait une leçon de grammaire lundi. Vous faites la leçon lundi. Le lundi suivant, les exercices. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi les professeurs optent pour cette méthode de travail, mais il faut prévoir un moment de rétroactivité. C'est-à-dire, je rappelle ce qui s'est vu dans le lundi d'avant, pour pouvoir plonger dans le lundi d'aujourd'hui. Vous voyez, toujours, donc la réactivation. Donc, il s'agit de définir avec précision les grands objectifs d'apprentissage. Si l'objectif d'apprentissage n'est pas méticuleux, n'est pas précis, il ne peut pas aboutir. Je vous explique. Par exemple, vous voulez apprendre à l'élève à décrire. Décrire, ça c'est le macro-acte. C'est le macro-adjectif, c'est l'objectif. Attends, c'est l'objectif global. Mais à partir de décrire, je dois décliner des objectifs, n'est-ce pas, au courant de tout le mois de travail pour que l'élève apprenne à décrire. Décrire quoi? Une personne, un lieu, un monument précisé. Parce que tout l'apprentissage que je vais mobiliser ici n'est pas le même. Si je veux décrire un monument, je vais parler de l'extérieur, de l'intérieur, de en haut, de en bas, de à côté, etc. Alors que si je décris une personne, je vais parler des yeux, de la tête, des cheveux, etc. Si je décris un animal, vous voyez, ça n'a rien à voir. Très bien, il a les pattes, les oreilles, la fourrure. Voilà. Bien. Premièrement. Deuxièmement, quoi décrire? Pourquoi décrire? Vous voyez comment je dois cibler mon objectif? Pourquoi décrire? Dans quelle intention? Qu'est-ce que je veux faire avec décrire? Est-ce que je veux séduire? Si je décris ce lieu, c'est pour vous séduire? Est-ce pour faire peur? Si je décris cet individu ou cet animal? Est-ce pour informer? Tout simplement. Vous voyez, donc l'objectif d'écrire, c'est bien. Encore faut-il préciser l'objectif avec beaucoup de détails. Décrivez une personne que vous admirez. Vous voyez, regardez comment j'ai décrire une personne. Donc, admiration. Le pourquoi, c'est l'admiration. Que vous admirez. Décrivez une personne que vous admirez. Décrivez un lieu qui vous fait peur. Et là, on est vraiment dans le choix de l'objectif. Si l'objectif n'est pas précisé, il ne peut pas être atteint, tout simplement. Donc, il s'agit de définir les objectifs, de réactiver les connaissances précédentes. Donc, toujours cette rétroaction, ce rappel, on n'arrête pas de rappeler à l'élève, de rafraîchir la mémoire, de lui faire voir des situations que l'on a vécues, que l'on a vues, dont on a parlé en classe, etc. De définir quelles tâches pour chaque élève. Voilà. Donc là, nous sommes dans la différenciation. Quelles tâches? Quelles sont les tâches que peuvent faire certains élèves et que ne peuvent pas faire d'autres? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour aider ces autres à réaliser leurs tâches? Le pendant. Alors, l'enseignant doit soutenir les élèves. Donc, il est en classe, l'enseignant. D'accord? Il est en classe. Et il est en classe, il doit être vigilant. C'est ça le travail. L'enseignant ne peut pas s'accorder le plaisir
de prendre une chaise et de s'asseoir derrière son bureau et de laisser les autres vaquer à leurs occupations. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. Le professeur, il est partout dans la classe. Il est partout. Donc, s'il est partout, il se penche sur ses mains, il regarde d'autres. Donc, il y a cette présence effective du professeur. Ajuster le tir au besoin. Voilà, donc, je peux aider, je peux me pencher sur un élève, lui écrire quelque chose, ou bien lui montrer avec le doigt, tout simplement. Réguler les apprentissages, donc distribuer les apprentissages selon les difficultés à des groupes d'élèves, en offrant la rétroaction efficace toujours. Après, alors, planifier les différentes situations où les élèves pourront s'exercer. Là, nous passons aux exercices d'application, n'est-ce pas? Un bon moment pour pour évaluer mon travail, moi, voir le résultat sur mes élèves, consolider, un moment de consolidation. Donc, vous savez que, je pense que c'est le cas pour toutes les disciplines, que nous avons des moments réservés, une semaine après l'étude d'une unité, n'est-ce pas? Une semaine réservée à la consolidation des acquis, au soutien, n'est-ce pas? C'est ça. En mathématiques, peut-être pas, ça se fait quotidiennement. Quand j'évalue l'apprentissage, mais par exemple, dans les langues, on peut se permettre une semaine de consolidation des acquis, de remédiation, travail de remédiation, de retour sur certaines notions. Réguler. Donc, la régulation favorise le transfert. Je vais parler tout à l'heure de transférer aussi, réguler et transférer. Ultérieur des apprentissages dans des situations diverses, varier les situations. D'accord? Ne laissez jamais l'élève travailler sur une même situation, toujours repérer, identifier. Non, il faut varier et ajouter des difficultés. Identifier et souligner, repérer et colorier en rouge, colorier en bleu, dans le même exercice. Et transférer. Donc là, nous sommes dans le moment du transfert, le transfert du savoir. Tout ce qu'on a appris pendant cette séance, tout ce qu'on a appris pendant l'unité peut être transféré, n'est-ce pas, vers d'autres savoirs. Et là, le transfert du savoir, il se fait par le biais des projets de classe ou des projets personnels. D'accord? Ou des projets, non, le projet d'école, non, mais le projet de classe ou le projet personnel. C'est un bon moment de transfert de tout ce qu'on a appris. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il s'agit de savoir comment exercer et ancrer l'apprentissage, revoir ce qui n'a pas été compris, vérifier l'autonomie. C'est ça ce qui est le plus important, parce qu'il y a des exercices que l'élève ne peut pas faire en autonomie. Est-ce qu'il va réussir à faire d'autres en autonomie lorsqu'il a acquis tout ce qu'il a appris et évaluer? Donc, on termine toujours par l'évaluation. Alors, les enjeux de la pédagogie différenciée. Au moment des apprentissages, on peut remarquer plusieurs zones. Je vous montre les zones. La zone de confort, la zone d'inconfort, la zone d'ennui, la zone d'apprentissage et la zone de panique. J'aurais dû mettre la zone d'apprentissage avant après la zone de panique. Alors, la zone de confort. La zone de confort concerne les élèves qui maîtrisent le savoir, qui maîtrisent les stratégies, qui n'ont pas de difficultés et qui peuvent avancer, donc qui sont dans un sentiment de sécurité en classe. Ces mêmes élèves peuvent ressentir un sentiment d'insécurité, d'inconfort. Il suffit de changer de professeur, par exemple. Il suffit de changer de professeur et il y a des élèves qui s'adaptent difficilement
au nouveau. Par exemple, au milieu de l'année, quelque chose est arrivé, un drame quelconque, et le professeur auquel les élèves étaient habitués est parti. On a changé avec un nouveau professeur. Nous avons vu ça même dans des films. Hein. Lorsqu'on change de professeur, il y a toujours un moment difficile que l'enfant vit à cause de ce changement, tout simplement parce qu'il était habitué à un professeur, même s'il ne l'aime pas. L'essentiel, c'est qu'il était habitué à ce visage, à ses caractéristiques, etc. Et que là, maintenant, il se trouve dans une situation d'inconfort et une situation... il va rejoindre sa situation de confort, seulement il lui faut un peu de temps. Un élève qui était malade, un élève qui a eu une fracture et qui a été obligé de s'absenter et qui était en situation de confort, et à la rentrée en classe, lorsqu'il revient en classe, il peut se confronter à cette situation d'inconfort. Mais attention, une situation de confort, c'est bien. L'élève, il se sent bien, il maîtrise tout. Attention à ce que cette situation de confort devienne un ennui. Il ne faut pas que la situation de confort le jette dans l'ennui. Et c'est pour cela que le professeur doit toujours changer les stratégies, les apprentissages, le déroulement de la classe, etc. La zone de panique. Alors la zone de panique, je reviens à la zone d'apprentissage. La zone de panique, c'est des élèves qui stressent, des élèves qui sont inquiets, des élèves qui... La zone de panique concerne aussi des élèves qui sont fragiles émotionnellement et qui ont peur de faire face à des situations nouvelles déjà. Donc, ils sont vraiment dans le stress. Il y a des élèves qui, pour une raison ou pour une autre, sont toujours en situation de panique parce qu'il y a des garçons ou des filles en classe qui les traitent mal, qui sont maltraités, ils sont... Vous voyez, là, c'est vraiment, nous sommes dans la zone de panique. La zone d'apprentissage, eh bien, c'est l'idéal, c'est la zone idéale pour mettre en place une pédagogie différenciée. D'accord? Donc, c'est un défi pour l'élève, un défi qui va lui permettre de ne pas se sentir en trop grande difficulté pour pouvoir réaliser une tâche. Donc, il ne va pas être dans une situation d'inconfort, il ne va pas être dans une situation de panique parce qu'il panique, il n'arrive pas à répondre à certaines questions. Et ça, c'est des élèves. Vraiment, il faut faire attention à ce genre d'élèves parce qu'ils ont de bons résultats quand on travaille avec eux. Et puis, hop, il suffit que c'est l'examen et parce qu'ils n'étaient pas dans une situation de confort. Et là, c'est la panique totale. Très bien. Donc, justement, les enjeux de la pédagogie différenciée, c'est de rassurer, c'est de mettre en confiance, de valoriser, de mettre au défi ceux qui sont toujours en situation de confort. Allez, on va leur jeter d'autres défis et de développer la motivation et l'autonomie de chaque élève, quel que soit son profil. Alors, la différenciation pédagogique, ou ce que j'ai parlé tout à l'heure de flexibilité, elle peut être spontanée ou planifiée. Elle peut être spontanée ou planifiée. Donc, les interventions pédagogiques spontanées, elles permettent de différencier les processus. On en parlait tout à l'heure des processus, et de permettre aussi de changer le groupement de travail pendant le cours, n'est-ce pas? Il y a des professeurs, il y a des exercices qu'il faut faire, soit en autonomie, soit en binôme, soit en petit groupe, en sous-groupe, soit en groupe classe, avec le groupe classe. D'accord? Donc, les interventions planifiées, elles ont pour point de départ une intention pédagogique ciblée, c'est-à-dire planifier le sens des concepts, développer les compétences et leurs composantes, développer les stratégies cognitives et métacognitives et
Et c'est ainsi que nous pouvons venir tout à l'heure pour parler de toutes ces stratégies. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et voilà, donc moi j'ai fini cette première partie de la présentation et je vais laisser la parole à M. Abdoulaye Idrissi. Merci.